Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on est là pour parler du dernier pay-per-view de catch qu'on a eu à la WWE, c'est-à-dire Money in the Bank. Faut savoir que c'est un pay-per-view que j'adore, que j'attends toutes les années avec toujours autant d'impatience parce que c'est un pay-per-view qui normalement a beaucoup de surprises et c'est aussi un pay-per-view où quand même le match phare est un match que j'aime beaucoup parce que c'est souvent un match qui est quand même relativement bien booké quand c'est bien fait. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et la carte en entier du pay-per-view me paraissait plutôt intéressante, sans qu'elle soit absolument dingue. Mais déjà rien qu'avoir deux matchs du Money in the Bank, c'était plutôt intéressant. Ceci étant dit, moi j'ai une petite critique comme ça avant de commencer véritablement la vidéo. C'est que ça n'a concerné que SmackDown, alors qu'on aurait pu considérer qu'un Money in the Bank avec un show, avec un pay-per-view interbrand entre Raw et SmackDown aurait été peut-être un petit peu plus intéressant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On n'aura que des lutteurs de SmackDown qui auront la mallette. Ce qui est un peu dommage parce que je pense qu'il y a des lutteurs de Raw qui auraient pu en avoir besoin pour se monter également. Donc c'est toujours un peu dommage. En plus c'est le style de pay-per-view qui peut vraiment être adapté pour un show interbrand. Et c'est un peu dommage. Donc ce pay-per-view était plutôt intéressant sur sa carte. Donc on va commencer juste avec le pré-show. Donc je n'ai pas vu le match ne m'intéressait pas. Pour information, c'était les Eyebrows contre les Colonnes, si je ne m'abuse. Avec une victoire donc de l'équipe de Zack Ryder. Aucun intérêt à ce match, à part le fait de faire revenir Zack Ryder. Mais ce qui paraît, il va pas rester en équipe très longtemps. Donc en fait ce match n'a absolument, je pense, aucun intérêt, à part peut-être refaire l'équipe pour qu'il y ait du temps d'antenne pour les deux et qu'ils se séparent et que peut-être Zack Ryder va faire quelque chose. Moi j'ai jamais cru en Zack Ryder, j'y croirai jamais, donc voilà, c'est dit, je pense qu'il n'a absolument aucun potentiel. Même si je sais qu'il a une grosse popularité grâce à YouTube, etc., et puis grâce aux réseaux sociaux. Moi, je peux pas le blairer, de toute façon il détruit les figurines pop à chaque fois qu'il les ouvre. Déjà il m'énerve. Donc je vais pas mentir, c'est vrai que c'est un lutteur qui m'exaspère énormément, donc le revoir à la télé, franchement il ne m'avait pas manqué. Voilà, je le dis avec autant de respect que j'ai. Ensuite, alors là, le match polémique, le premier match de la soirée, et déjà la polémique qui a enflé sur ce pay-per-view, le match féminin pour la mallette Money in the Bank, donc on avait Charlotte Flair, on avait Becky Lynch, on avait Carmella, qui était accompagnée de James Ellsworth, on sait jamais, il manquait peut-être, contre, bien sûr, Tamina et Natalia. Au secours, au secours, au secours. C'était le premier match féminin du Money in the Bank. C'était le match qui faisait l'événement. On se souvient quand même que quand Charlotte, il y a eu cette grande série de matchs où elle a pu faire des matchs très très importants et le premier Hell in a Cell féminin, etc., etc. On s'en souvient tous, c'était il n'y a pas si longtemps. Il y a eu une vraie crédibilité, c'est-à-dire que les matchs étaient forts et intéressants, et étaient puissants. Et quand on avait ces nouvelles stipulations, on n'avait pas l'impression que c'était des femmes, justement, c'était un match comme tout le monde, etc. Là, on a eu ce Money in the Bank. Et donc je le dis, avec le plus grand des respects, et j'en ai pas beaucoup, celui qui a gagné, c'est James Ellsworth, donc il n'est pas une femme, enfin ou alors il nous aurait caché des choses, hein, on va pas se mentir. Que dire? Bah voilà, hein, James Ellsworth, lutteur que déjà moi je peux pas blairer plus de 5 minutes à la télévision, a décroché la mallette et l'a donnée à Carmella. Le truc le plus cliché qu'on ait jamais vu, mais du monde du catch, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait pour le match féminin. Je veux dire, ce qui aurait été bien, c'est qu'il fasse ça avec James Ellsworth qui veut décrocher la mallette. Et là, vous avez les 5 femmes qui lui tombent dessus et qui le fracassent, et qui l'envoient genre se fracasser sur une échelle ou autre. Ça aurait été bien. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu un moment où Ellsworth n'en ait pas pris une bien avant. Il est resté dans son coin, personne ne l'a touché, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Parce que ça se voyait qu'il allait intervenir, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin. Et donc je trouve que c'est téléphoné, c'est pas intéressant et c'est nul. Et c'est vraiment dommage parce que le contenu du match était pas mauvais. Mais on ne se souviendra que de ça. C'est-à-dire qu'elles ont fait un bon match, elles ont fourni un effort, elles se sont mis au niveau des hommes. Bon, même si le match n'était pas exceptionnel et bien en dessous du match des hommes, on y reviendra. Mais
elles se sont données, elles ont fait quand même des choses intéressantes. Il y a eu un vrai potentiel, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que Tamina, elle a été plutôt très bonne. J'ai beaucoup aimé Natalia. Charlotte, elle a fait du Charlotte, c'est vraiment, elle a été super. Carmela, elle était super. Avant ce final qui a tout gâché, parce que ça a gâché tous ses efforts, c'est vraiment dommage. Alors on va me dire, on pourrait me répondre, oui mais c'est un angle qui a été mis en place pour après SmackDown. C'est pour ça que je suis content de faire tourner cette vidéo juste après le show de SmackDown pour l'avoir vu. Qui en fait on va avoir encore un autre match du Money in the Bank, puisque la fin a été controversée et que Daniel Bryan a décidé d'en refaire un. Donc c'est un work, c'est intéressant, c'est un angle. Pourquoi pas par exemple on pourrait avoir une deuxième championne du Money in the Bank, et ça ferait un peu comme à la John Cena CM Punk il y a quelques années, où vous aviez deux champions avec deux ceintures, qui est le vrai, qui est le faux. Ça peut être intéressant, ça peut être un angle intéressant. Mais franchement pour le premier Money in the Bank féminin, ça fait tâche. Ça fait tâche de mettre James Ellsworth qui fait ça. Et voilà, je le dis avec vraiment, c'était pas méchant contre Ellsworth, même si je l'aime pas, mais on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça, et la division féminine, qui quand même normalement c'est la Women's Revolution, nanani, nanana, elle avait pas besoin de ça. Et ça je le maintiens, peu importe le temps que ça prendra, ça je le maintiens. Je trouve que c'était pas normal, cette fin, et que ça gâche un peu tout ce qui a été fait dans ce Money in the Bank féminin, et ça c'est vraiment, 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 vraiment dommage. Ensuite, on a eu donc la victoire donc, de Carmella, je sais pas si je l'avais dit, donc James Ellsworth fait tomber et c'est Carmella qui a gagné. Et ensuite on a eu donc le pay-per-view commençait donc le match était plutôt bon mais la fin a été controversée et on a continué avec un autre match qui aussi a eu une fin controversée et qui était quand même d'un niveau que j'ai trouvé plutôt très bon. C'était les New Day contre les Usos. Alors il faut savoir que moi, les Usos, c'est vrai que j'en ai un peu ras la casquette et surtout que franchement leur gimmick de rappeur à la 2 francs 50 ça vaut que dalle, faut vraiment se le dire franchement, mais les rappeurs du centre aéré c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est une gimmick, ils la tiennent pas, faut pas se mentir, ils la tiennent pas, ça se voit, ils arrivent, ils vont le dur comme ça, mais on a vraiment l'impression qu'ils sont sur somnifères, c'est catastrophique. Et donc là, bah je passe le match, on en parlera après, bah ils se tirent et ils partent avec les ceintures des comptes à l'extérieur. C'est minable, c'est minable. Les gars, ils font les gangsters, les beaux, bam, ils sont baraques et tout, ils font. Et ils se taillent comme ça, là, allez hop, je m'en vais, moi je m'en fous, là, là, franchement, franchement, c'est pas du boulot. Par rapport à leur gimmick, c'est pas du boulot. Les heels sont pas tous des gars qui vont se cacher dans les coins. Il y a aussi des heels qui se battent et qui se battront jusqu'au bout et qui veulent pas non plus se passer pour qui partiront avec leur ceinture à chaque fois. Je croyais que c'était nul, ni à faire ni nul. Et pourtant le contenu du match, parce qu'on va parler du contenu du match, bah, je l'ai trouvé plutôt très bon moi. Moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de rythme, Biggie et Kofi étaient en très grande forme et les Usos étaient en très grande forme. Franchement le rythme, il y avait du rythme dans le match était top et le fin de match, bah, il est foiré. Et vous regardez les deux premiers matchs, bah déjà ça vous met de travers. C'est-à-dire que les gens, moi j'arrive au pay-per-view, je fais putain, le pay-per-view en contenu, bah c'est plutôt bon. Sauf qu'au final, bah tu vas retenir que les bourdes, que les trucs qui sont pas intéressants, que les fins de match. Donc à la fin de ce qui va rester de ce pay-per-view, c'est que des polémiques, des trucs qui entachent le pay-per-view. Et c'est quand même vachement dommage. Parce que le pay-per-view était quand même plutôt bon, en tout cas dans le contenu, même sur ces deux premiers matchs, il était plutôt bon. Et comme je le dis, ce match tag team pour les titres par équipe, bah, franchement il y avait du rythme, il y avait du contenu, il était intéressant. Et ça, moi je le maintiens. Je pense que c'est vraiment l'un des gros moments forts du pay-per-view, ce match tag team. Parce que vraiment, il y avait une super dynamique, ça bougeait, ça envoyait et tout. Mais le final, c'est de la merde. Le final, c'est de la merde. Voilà, je le dis, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Il y avait peut-être moyen qu'une fin arrive, peut-être par exemple avec un Uso qui se serait fait disqualifier, avec un coup de pied qui serait été mis, vous voyez où je pense, j'en sais rien, mais voilà, il y avait moyen, je pense, de faire mieux, ou taper directement l'arbitre, boum, un super kick, ils en font de super kick toutes les 5 secondes, pourquoi pas, ils auraient frappé l'arbitre comme ça, boum, du genre, ils auraient fait les gros heals qui partent et tout, enfin, je sais pas, c'est vraiment, j'ai trouvé ça très, parce que c'était vraiment, on avait rien à foutre. Ensuite, on continue, parce que là, on arrive au match encore, on continue, hein, les matchs un peu, on se dit c'est poussif, qu'est-ce qui se passe, là, le contenu était bon, le résultat était moyen, et on a, donc le match pour le titre féminin de SmackDown, Naomi contre la
magnifique Lana, qui n'a absolument que ça, hein, on va pas se mentir, puisque le contenu était quand même d'une pauvreté, mais d'une pauvreté, mais comme rarement j'ai pu voir depuis que je regarde du catch. Je crois que j'avais jamais vu, mais jamais, de toute ma vie, un pay-per-view où il y avait autant, mais autant d'un niveau aussi faible. Enfin, le match féminin là, c'était catastrophique. Lana, elle a dû placer deux prises, une prise de soumission en plus. Bon, elle était bien portée, mais franchement, c'était pas de gamme. Il n'y avait pas grand chose. Naomi, tu sentais qu'elle était mais au moins à 2-3 kilomètres d'elle. Enfin, au secours quoi. Et je veux bien que le physique, très bien. Franchement, elle est super jolie, Lana, très bien, machin, voilà, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, est-ce qu'on a envie de voir ça? Est-ce qu'on a envie de s'infliger ça pendant longtemps? Je ne sais pas. Le match n'a pas duré trop longtemps, heureusement. Et donc Naomi a remporté le match, gagné sa ceinture, donc, heureusement. Parce que si Lana avait remporté ce match avec la prestation qu'elle avait fait, je pense que ça aurait été vraiment dramatique pour la division féminine. Donc victoire de Naomi, je vais dire juste logique. Et après voilà, il y a eu une petite intervention de Carmella qu'il faut évoquer. On pensait qu'elle allait cacher, en plus on avait pas mal de rumeurs comme quoi la personne allait cacher directement. Par exemple, ça aurait été intéressant que Carmella elle cache direct, parce qu'en plus elle avait obtenu la mallette de manière un peu frauduleuse. Elle aurait caché direct. Comme ça on n'aurait pas pu l'enlever. Donc après on aurait pu la menacer de lui enlever le titre par exemple. Ça aurait pu être un angle intéressant. Là, ça n'a pas été le cas. Donc en fait, l'angle qui est développé à SmackDown n'est pas non plus le plus intéressant du monde et je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Par exemple, avec ce genre d'exemple, c'est-à-dire qu'on aurait eu une victoire peut-être de Naomi, par exemple. Pourquoi pas de Lana? Ça aurait pu être encore plus intéressant. Ça aurait été l'horreur, mais ça aurait été plus intéressant. Et ensuite, cash de Carmella, parce qu'elle aurait pu intervenir pour que Lana gagne. Et ensuite, cash sur Lana, qui est vraiment beaucoup plus faible. Qui est vraiment beaucoup plus faible. Elle aurait gagné le match, elle récupère la ceinture. Sauf que dans le show d'après, on dit oh, qu'est-ce qui se passe? Naomi, elle s'est fait avoir dans tout le sens du terme. Hop, elle aurait pu. Enfin, ils auraient pu avoir un angle intéressant. Il n'a pas été développé. Je sais pas pourquoi. C'est dommage. Voilà. Ensuite, on a eu le segment le plus nul qu'on ait eu depuis ces 50 dernières années. Non, mais franchement. Oh. Alors là, voilà. On va poser les bails. Vous avez Maria Kanellis, c'est ça son prénom, je sais de bien le prononcer, oui, Maria Kanellis et Mike Bennett qui sont arrivés. Donc Mike Bennett, je l'ai déjà vu et c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt bon dans un ring. Donc voilà. Mais voilà, quel naufrage. Je veux bien qu'à la limite, on peut dire, bon, c'est une gimmick, ça ressemble à ce qu'avait Fandango, pour ceux qui se souviennent, tout début, quand il affrontait Jericho et tout, il avait une gimmick de danseur, etc. Ça ressemble, mais encore plus kitsch, ce qui est déjà très dur, hein, mais là, ils ont fait plus kitsch, plus love to love, au secours. Et surtout, alors moi j'ai tapé des coups de gueule, hein, parce que, à ce qui paraît, le fait qu'ils arrivent fait qu'on ne verra plus Maryse à Raw, puisqu'ils veulent pas avoir deux couples puissants, en fait Maryse va disparaître de Raw. Alors que moi je préfère regarder 100 fois Maryse plutôt que voir ces deux couillons arriver là, parce qu'avec cette gimmick pareille là ils vont avoir... Il faut se rendre compte, cette gimmick elle va mourir, c'est pas possible, on pourra pas le soutenir indéfiniment. Je pense que cette gimmick va évoluer progressivement, c'est pas possible qu'on lui laisse une gimmick pareille, le couple va s'installer, etc. Et après il y aura plus le truc love to love, ça va être abandonné, c'est obligé, c'est obligé. Je vois pas comment cette gimmick elle peut marcher. C'est pas possible. Et en plus je me dis, mais franchement, Maria, t'arrives, on te propose une gimmick pareille, tu acceptes. C'est vraiment que le pognon quoi. Parce que c'est pas possible d'accepter une gimmick pareille. Elle est nulle. Elle est nulle. Ça n'apportera rien. Rien de bon au lutteur qui en plus vient d'arriver, connu par très peu de monde, à part ceux qui regardent un peu le circuit indépendant, etc. Bah, il est quand même peu connu. Donc à la WWE, t'arrives, tu te présentes, t'as une gimmick pareille, un segment qui est un naufrage total. Parce qu'on va me dire, ah ouais mais il y avait eu le segment avec Alexa Bliss et Bayley. Ouais mais sauf que là, c'est pas un segment, c'est une gimmick entière qui est un naufrage. C'est-à-dire que, à la limite, Bayley, voilà, c'était un segment qui était catastrophique, voilà, mais ça peut arriver. Il y a déjà eu des segments qui sont catastrophiques, et puis voilà, un autre segment qui passe derrière, et il est très bon, et on oublie. Là, c'est la gimmick de base, c'est-à-dire que c'est le socle.
c'est le socle qui va pas. Donc comment vous voulez que ça... Voilà, je vais pas cracher ma haine dessus parce que sinon je vais m'énerver. Mais voilà, c'était très moyen et je considère que je pense que ça n'a absolument aucune chance de marcher sur moi. Je sais pas sur quel type de personne ça peut marcher, peut-être sur des femmes qui sont vraiment à l'eau de rose et qui seraient tombées amoureuses du gars. Mais sinon, aucun intérêt, franchement, c'était nullissime. Et d'ailleurs, quand on voyait les réactions de la foule, il y avait quasiment rien, quoi. On avait l'impression que les gens, ils étaient mon Dieu, au secours. Alors, ils vont être heal, après ce qu'on voit. Ouais, au secours. Voilà, on attend de voir. Après, voilà, je vais pas crier tout de suite au scandale, etc. On va attendre. Parce que si, imaginons que ça se termine très bien, que ce soit une gimmick géniale ou autre. Mais franchement, comme ça part, je mettrai pas, je vous le dis tout de suite, misez pas votre paye dessus. Je pense que ce sera nul. Voilà, je préfère le dire. Ensuite, le match qui a suivi était un match très attendu par beaucoup de monde. Le WWE Championship entre Jinder Mahal, qui est champion, et Randy Orton. Donc le match revanche du dernier pay-per-view. Le match était pas folichon dans le dernier pay-per-view. Et ben ce match-là était pas folichon. Et c'est triste, et c'est triste, et c'est triste, et c'est triste. Parce que le match était quand même moyen. Faut pas se mentir, il était moyen. C'est-à-dire que le premier match était moyen. Et le deuxième match était moyen. Je trouve qu'il n'y a pas une énorme alchimie entre les deux. Alors, par contre, je vais placer un petit truc après, on y reviendra. La fin est téléphonée. Franchement, mais j'ai jamais vu les Singh Brothers. J'ai jamais vu, jamais de ma vie, hein, quelqu'un quitter les abords du ring après avoir été viré par l'arbitre aussi lentement. J'ai jamais. Jamais de toute ma vie. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient comme ça. Oh, oh bah nous, on s'en va. On a été bannis du ring. Nous allons nous en aller. Ah bah attendez, nous sommes sur le départ. Peut-être que là, nous allons nous en aller. Ah, attendez, nous sommes sur le... Non, c'était... Oh, oh, oh. À un moment donné, il faut passer la seconde. Et en fait, on l'a vu venir, mais à des kilomètres, ils étaient à côté. Parce que dans ce match, il y a eu des anciennes gloires, comme Ric Flair, comme le père de Randy Orton, etc. C'est des trucs qu'on a déjà vus. D'ailleurs, Randy Orton avait fait sur le père de John Cena à l'époque. Il avait porté un magnifique punt kick dans la face du père de John Cena, par exemple. Donc c'était quand même un petit côté vintage et tout. Et en fait, il y a eu une disqualification, et voilà, nul. Mais c'est dommage parce que, enfin, pas disqualification, mais je me comprends. C'est-à-dire que, voilà, Randy Orton s'est laissé déconcentrer, et après, bah, Jinder Mahal, il n'avait plus qu'à quasiment gagner, puisqu'il l'a attendu et lui a apporté son finisher pour gagner. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux et que cette FUD, eh ben, en fait, elle donne pas grand-chose, et c'est vraiment dommage. Parce que pourtant, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et c'est ce que je voulais dire maintenant, c'est qu'on a appris que peut-être dans le prochain pay de SmackDown, il y aurait le retour d'une stipulation que moi j'avais adoré à l'époque, qui était kitsch à mort, mais qui franchement je trouvais ça génial. C'était le Punjabi Prison Match, qui est en fait une énorme structure. Donc on avait eu on avait eu Taker qui avait lutté dans un de ses matchs, et puis Batista aussi qui avait lutté dans un de ses matchs. C'était génial. En fait, tu dois passer par-dessus d'une structure en bambou. Donc tu as des ouvertures qui s'ouvrent pendant un temps. Et si tu prends pas l'ouverture, bah, elle se ferme. Et ensuite, si elle se finit sans se fermer, il faut passer par-dessus la structure, etc. et sortir. Et il y a au moins 2-3 étages, si je me souviens bien. Et c'était absolument dingue. Et je me souviens c'était la stipulation qui avait été mise en place pour le Great Khali à l'époque. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait ça pour d'autres lutteurs. Et en particulier Jinder Mahal. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Et que la stipulation, si elle est bien faite, va vraiment donner quelque chose de très intéressant. On verra bien en tout cas avec la suite. Mais je suis très... Enfin, on ne sait pas du tout si la stipulation pour l'instant il n'y a rien annoncé. Mais si c'est le cas, je serai comme un dingue. Parce que c'est une stipulation que j'avais adorée quand j'étais gamin. Et que j'ai regardé plusieurs fois les matchs. Surtout celui de Batista que j'ai revu plusieurs fois. Et franchement c'était génial. Donc vraiment j'ai qu'une seule hâte. C'est de voir le match. Ensuite donc on avait eu le Money in the Bank. Ladder match. Donc... Non, pardon. Ah oui, pardon. On avait d'abord le match, parce que je l'ai tellement oublié, tellement c'était une catastrophe. Qui était entre The Fashion Police, donc qui est alors Breeze et Fandango, hein, on connaît. Breezango, puis qui change tellement de nom sur nom. Et The Ascension. Match qui était pas très intéressant. Et qui a été gagné par Tyler Breeze et Fandango. Donc, bah, ils ont perdu leur chance pour le titre récemment.
mais on sent qu'il les garde quand même à un niveau pour qu'ils puissent, pourquoi pas, revenir sur la course titre, pourquoi pas dans l'avenir, parce que c'est une équipe, je trouve, qui a un potentiel intéressant, et je trouve que c'est bien qu'ils essaient de la garder un peu dans le rythme, parce que je serais pas surpris qu'ils finissent par être champions, parce que je trouve que la gimmick fonctionne très très bien. Malgré que c'est très drôle, machin et tout, je trouve que dans le ring c'est loin d'être dégueulasse, et je le dis, malheureusement, voilà, c'était placé là un peu au milieu entre les deux matchs importants, le match pour la ceinture, et voilà, un peu dommage. Mais voilà, ce que je voulais dire pour le match Randy Orton et Jamal, c'est que voilà, Jinder Mahal a conservé la ceinture, mais le match était loin d'être dégueulasse, c'est juste qu'il était moyen, c'est-à-dire qu'on s'attend tellement à mieux de la part sous Randy Orton, mais en particulier aussi de Jinder Mahal, je trouve que quand même le règne est moyen et l'adversaire est moyen. Et donc là on arrive avec un match tag team, sans un enjeu, avec une fête qui est pas non plus exceptionnelle. Donc forcément c'est un peu, ça me fait penser au Luke Harper Eric Rowan qui est tombé un peu du ciel comme ça. Le match n'était pas dégueulasse, sauf que t'arrives, bah tu te dis, voilà, ça aurait pu être à SmackDown, ça choquait personne, ou en pré-show. Là, en plein milieu de la carte, ça n'a pas vraiment sa place, en tout cas selon moi. Et on finit avec le match. Alors ce match-là, franchement, on va en parler parce que, oh là là, quelle merveille absolue. Franchement, j'ai adoré ce match, je vous le dis tout de suite, pour moi c'est un des matchs, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année. Le Money in the Bank pour masculin, avec donc AJ Styles, Dolph Ziggler, donc Shinsuke Nakamura, Baron Corbin, Sami Zayn et bien sûr Kevin Dieu Owens, qui est champion des États-Unis accessoirement. Quel match, les enfants, mais quel match! C'était extraordinaire. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de cette année. Parce qu'on en a eu quand même pas mal de bons matchs, mais des matchs qui sont vraiment restés et tout, il y en a eu très peu. On a eu par exemple un angle avec Shinsuke Nakamura et AJ Styles qui se sont croisés à un moment et qui, jusqu'au bout, les deux. Alors moi j'étais sûr que c'était aucun des deux qui allait gagner puisque Baron Corbin n'était plus là depuis un petit moment. On savait qu'il allait revenir. Parce que je le spoil tout de suite, Baron Corbin a gagné. Donc aucun suspense sur ce match. Et c'est quand même bien dommage qu'un match comme ça n'ait pas de suspense. Parce que franchement, un suspense ça aurait fait du bien à ce match. Et donc j'ai AJ Styles qui a été excellentissime dans tout le match. Il a été excellentissime. Dolph Ziggler, il a fait son match. Franchement, je l'ai trouvé plutôt bon. Après, je trouve que c'est peut-être celui qui a été le moins mis en avant, bizarrement. Mais je trouve que tous ont eu quand même leur moment. Et ça, c'est important de le signaler, c'est-à-dire que tout le monde a pu retirer quelque chose du Money in the Bank. Il n'y a pas quelqu'un qui a surdominé, quelqu'un qui a été totalement transparent, à part peut-être Ziggler qui était un tout petit peu en dessous. Sauf que Ziggler, bah, même ce qu'il fait quand c'est très bien fait, c'est quand même, ça donne du rythme, etc. Donc moi j'étais plutôt content. Après on a eu donc Nakamura. Alors Nakamura a raté quasiment 50% du match, puisque Nakamura a été frappé par Baron Corbin. Ça c'est un peu le truc dommage du match, parce que pas le fait que Shinsuke Nakamura ait pensé qu'il peut qu'à la moitié du match, ça peut se comprendre, et pas de problème. C'est juste que l'attaque était pas ouf, quoi. Ça méritait pas de se faire, voilà, d'être absent pendant presque 10 minutes, quoi. Le coup était pas incroyable, quoi. C'est pas Baron Corbin, il n'est pas arrivé avec une masse de 5 kilos et bam dans la tête. Non, non. Franchement, il a donné un petit coup de coude dans la tête de Shinsuke Nakamura et puis il a dû lui mettre un petit coup de pied et puis c'est tout, quoi. Ils prennent ça dans le ring tous les jours. Là, le gars, t'avais l'impression, il a eu un petit coup dans le bras aussi. On voyait qu'il se tenait un peu l'épaule et puis c'est tout, quoi. Oh, c'était pas, voilà, c'était pas incroyable. D'ailleurs, Shinsuke Nakamura a très mal tenu parce que il arrive, il se tient l'épaule comme ça, genre oh j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal à mon épaule. Et quand il est arrivé dans le ring, bim, tout de suite, il a pu bouger l'épaule, se donner de l'énergie, se donner de la vitesse, etc. Voilà, t'en fais trop au début, fais-en aussi trop alors dans le ring, mais que ça soit cohérent. Parce qu'on dit souvent que Dolph Ziggler, il en fait beaucoup, il en fait trop, sauf que lui, il en fait trop, mais tout le temps, donc c'est cohérent, on va dire, c'est toujours cohérent. Là, lui, c'était pas, Nakamura, c'était pas cohérent, c'est-à-dire qu'il est arrivé, on a l'impression qu'il s'était fait déchirer le bras, mais oh mon dieu, mais quelle violence par Baron Corbin. Et en fait, il arrive dans le match, hop, tout de suite, hop, 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 dans les bras et tout. C'était quand même moyen, c'était un peu dommage. Voilà, c'est un peu ma seule critique. Mais par contre, Nakamura a fait son match, et à partir du moment où il était dans le ring, il était plutôt très bon et j'ai beaucoup aimé. Ben, on va pas parler de Baron Corbin tout de suite, parce que voilà, on va parler de Sami Zayn qui a été mon favori, je le dis, puisque je pensais que Sami Zayn était celui qui avait peut-être le plus besoin de la manette, contrairement aux autres, puisque Baron Corbin va devenir champion, ça ne fait aucun doute, et il aura une chance au title shot, puisque bah, Baron Corbin est en pleine ascension. C'est vrai que le Money in the Bank, je pense, va lui donner un petit coup de pouce supplémentaire. Mais je pense que sans la manette, il aurait eu quand même un match pour l'opportunité pour le titre. Je pense que ça va lui donner. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'il garde la manette un bon moment pour pouvoir vraiment être une menace, etc. Ça pourrait être très intéressant. Mais je pense qu'il avait les moyens, Baron Corbin, d'avoir un title shot
sans la mallette. Alors que Sami Zayn n'aura, je pense, jamais un title shot sans la mallette. Donc ça pose question. Je pense que Sami Zayn en avait peut-être plus besoin que Baron Corbin. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, bien sûr, parce que j'aime beaucoup Sami Zayn, je trouve qu'il a une très bonne gimmick, je trouve que c'est un très bon lutteur et dans le ring j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'aurais beaucoup aimé qu'il soit Money in the Bank gagnant parce que monsieur Money in the Bank, parce que je pense qu'il aurait pu faire vraiment quelque chose de super sympa. Et en plus il a fait son match, je l'ai trouvé très bon dans le match, j'ai trouvé qu'il a vraiment fait des super moves, il a été rapide, il a donné du rythme, ce qu'on attendait de lui. Et c'était vraiment mon gros favori. Et c'est dommage. Baron Corbin était vraiment le gros favori. Mais je veux dire, en outsider, on pourrait dire, le gros outsider que j'avais vraiment envie de pousser, c'était Sami Zayn. Bon, bah voilà, mon choix a pas été celui de la WWE, c'est pas très grave. Mais voilà, j'aurais bien aimé. Et ensuite, on a eu Kevin Owens, que j'ai trouvé excellentissime. Moi, je l'ai adoré. Je trouvais qu'il était. Déjà, rien que sa powerbomb, franchement, sur le tablier, ou qu'il la porte sur une échelle, je sais rien. Ça donnait une propension de risque qu'on n'a pas avec les autres finishers. On les a pas là. Avec Kevin Owens, on a vraiment l'impression qu'il y a un risque, qu'il va y avoir une prise qui va faire très mal, etc. Alors que c'est simple, hein, c'est juste une projection, sa powerbomb, c'est une simple powerbomb, mais elle est tellement énorme, tellement... Enfin, je sais pas, il la porte tellement bien, et puis t'as l'impression qu'elle fait tellement mal, que c'est hyper incroyable. Et j'ai trouvé qu'il a été excellentissime. De toute façon, pour moi, c'est un dieu. Donc, de toute façon, voilà, j'étais très heureux de le voir dans le match. En plus, il y a un moment où j'ai eu mon Kevin Owens et mon AJ Styles en même moment sur le ring. Donc, comment dire, pour moi, c'est vraiment le rêve total. Alors, en plus, avec Nakamura au milieu, pour moi, qui est un super en ce moment, malgré que la gimmick, j'ai un petit peu de mal, mais c'est personnel. Et franchement, mais j'ai adoré le match, vraiment c'est génial. Et on termine donc avec Baron Corbin qui a gagné le match. Donc c'est très attendu, un peu comme Carmella au début qui était très attendu aussi, donc dommage, aucun suspense dans ce pay-per-view, alors qu'on est le mec justement permet le suspense. Mais ce match-là, mais lui il a fait son match, il a été excellent, il a été bourrin, il a été puissant, il a été intéressant. D'ailleurs j'ai fait ce constat après en repensant au pay-per-view, en pensant ce que j'allais dire pendant cette vidéo, c'est que j'ai trouvé que chacun était un peu dans son créneau. C'est-à-dire que Baron Corbin c'était le balèze qui vraiment frappait fort, Kevin Owens c'était les prises puissantes, etc. vraiment intéressant, Sami Zayn c'était la technique rapide, etc. Shinsuke Nakamura, lui c'était l'excentricité on pourrait dire. AJ Styles, lui c'était la technique pure, vraiment la technique pure. Et Dolph Ziggler, lui c'est l'explosivité, tout de suite, voilà, donner du rythme, faire des sauts, etc. Et en fait, donc ça a fait qu'on avait un match hyper complet, on avait des lutteurs très différents, avec des profils différents, et ensemble, ça a super matché. Et je pense que c'était un super match. Et rien que pour ce match-là, parce qu'en fait Money in the Bank, bah, c'est souvent le Money in the Bank qui fait le pay-per-view et pas forcément les autres matchs. On s'en souvient par exemple de Money in the Bank, il y a eu un seul match où vraiment qui a marqué, c'est le CM Punk John Cena. Qui vraiment avait marqué les esprits, on se souvient du Money in the Bank, c'était de 2011 si je me souviens bien. Mais sinon, c'est vrai qu'à Money in the Bank, on se souvient surtout des matchs de la mallette. Il y a eu s'il y a eu une fois le cash de Kane par exemple, qui était assez intéressant. Mais le reste, voilà, moi c'est vrai que j'aime beaucoup cette stipulation. Et rien que pour ça, en fait, le pay-per-view est bon parce que si les Money in the Bank sont pourris, je peux vous dire que le pay-per-view était catastrophique. Mais là, tu finis avec ce match. Le match a été long, il y a eu du temps pour tout le monde. Bravo, et bravo Baron Corbin. Je sais qu'il fera très bon usage de la mallette, donc voilà, je lui en veux pas. Moi, j'aurais préféré que ce soit Sami Zayn parce que c'est personnel, ce sont mes goûts. Voilà, chacun a les siens et je critique pas ceux qui ont leur goût parce que je considère que le catch c'est vraiment personnel. Il y en a qui attendent plus du technique, il y en a qui attendent plus de high fly, il y en a qui veulent. Voilà, les profils sont extrêmement différents donc c'est très difficile de comparer. Mais je considère que Sami Zayn aurait mérité cette mallette parce qu'il en avait peut-être plus besoin, pour une question de besoin. Mais Baron Corbin, lui, il n'en avait pas besoin, mais c'est peut-être celui qui va peut-être l'utiliser le mieux, par exemple. Donc c'est pour ça que je critique pas, c'est juste un bon choix que j'aurais fait. Mais je pense que c'était un bon choix de la WWE. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec. J'espère qu'il va pas la cacher tout de suite parce que, bah, vu que c'est une normal, c'est un heel, j'aimerais plutôt qu'il la cache contre un John Cena par exemple. Je trouve ça plus intéressant. Un vrai top face pour que ça lui apporte encore plus de heel, encore plus. Enfin, voilà, si je pouvais souhaiter, je préférerais qu'il le cache sur quelqu'un de vraiment top face. Ou AJ Styles par exemple, ça serait super. Ou limite Nakamura, c'est-à-dire que si Nakamura devenait champion du monde, il est aimé par le foule, on sent, c'est vraiment, il est adoré. Et là, boum, Baron Corbin qui arrive et qui dégomme tout le monde, ça serait énorme. Parce que là, je peux vous dire pas, mais le heel qui deviendrait, ce serait ouf.
Donc vraiment j'ai hyper hâte de voir la suite des événements à SmackDown parce qu'il y a un gros potentiel avec les mallettes. Dommage qu'on ait passé à Raw parce que forcément on n'aura pas ce potentiel. Parce qu'en plus ça aurait été super parce qu'on aurait eu cette mallette qui aurait pu être cachée contre Brock Lesnar. C'est-à-dire que on lui aurait dit, tu sais qu'il faut que tu caches ta mallette contre Brock Lesnar. Donc il va falloir que tu choisisses ton moment parce que Brock Lesnar il sera pas battre comme ça. Et ça aurait pu créer justement en plus un risque supplémentaire pour Brock qui aurait pu perdre la ceinture sur une mallette encore une fois ou autre. Ça aurait pu être super. Et puis justement Brock qui aurait peur de perdre la mallette, enfin de perdre son titre à cause de la mallette. Je dis peur mais qui serait inquiet ou voilà etc. Ça aurait pu être intéressant. Donc dommage qu'il n'y en ait pas à Raw. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt bien aimé ce pay-per-view. J'ai trouvé qu'il était plutôt très bon, mais dans le contenu. Ce qui est dommage, c'était le résultat des matchs qui était soit trop attendu, soit bah, pas au niveau de ce qu'on attendait, mais dans le contenu des matchs, il y avait vraiment, j'ai passé une super soirée quand je l'ai regardé. Je l'ai regardé le lundi soir, parce que le dimanche je pouvais pas le regarder, donc je l'ai regardé le lundi soir. Franchement, j'ai vraiment pris mon pied. J'ai trouvé que les matchs sont passés crème. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer, à part dans le segment maudit, on pourrait appeler ça maintenant. Et j'ai hâte, vraiment hâte de voir ce qui va se passer à SmackDown. Et donc, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, ce que vous avez pensé des matchs, et aussi ce que vous avez pensé surtout de l'angle avec Carmella et du segment pourri. Enfin, du segment pourri. Justement, ça peut être à débat. Et aussi de ce que vous pensez de Baron Corbin qui a gagné la Money in the Bank Ladder Match et la Money in the Bank Briefcase. Et nous, donc, on va se retrouver donc très bientôt pour le prochain pay-per-view. Le prochain pay-per-view, c'est The Great Balls of Fire avec Brock Lesnar qui fera son grand retour dans un match donc pour défendre enfin sa ceinture après quand même un petit moment, hein, ça commence à faire longtemps, face à Samoa Joe. Donc un match qui est très attendu. En tout cas, moi, je l'attends beaucoup. J'espère qu'il sera au niveau. En tout cas pour l'instant la carte de roue semble être plutôt intéressante et je pense qu'on aura beaucoup de choses à se raconter quand je ferai le débrief de ce pay-per-view. En tout cas j'ai très hâte de faire cette vidéo. Et nous on va se retrouver donc très très vite pour une prochaine vidéo. J'ai encore plein de choses à vous faire en vidéo sur la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, on se retrouvera probablement dans la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce blanc en bas de la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube, donc si vous prenez le temps de le faire, si vous voulez mettre un pouce vers le haut, c'est vraiment gentil de votre part, aucune obligation comme d'habitude, mais si vous prenez le temps de le faire, pardon, c'est vraiment gentil. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, c'est toujours sympa. Et on va se retrouver donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et on se retrouvera pour le prochain pay-per-view pour ceux qui me suivent pour les vidéos de catch, pour une prochaine vidéo de résumé du pay-per-view. Et donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.